Bonjour à tous et bienvenue dans Politique à table sur LCP, l'émission où on parle cuisine, politique, mais aussi alimentation, agriculture et écologie. Et avec moi pour présenter cette émission, Jean-Pierre Montanet. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Brigitte, bonjour Emmanuel Vargon. Bonjour Emmanuel Margon. Vous êtes ministre délégué chargé du logement, anciennement secrétaire d'État à la transition écologique. Vous êtes appelé au gouvernement en 2018. Tout vous prédestinait pourtant à faire de la politique. Fille de Lionel Stoléru, ministre sous Giscard et Mitterrand, vous avez fait entre autres vos classes à Sciences Po et l'ENA, passé par la Cour des comptes ou le cabinet de Martin Hirsch. Vous êtes ce qu'on appelle une haute fonctionnaire, sans oublier un passage dans le privé chez Danone, mais pas de yaourt au menu du jour, Jean-Pierre. Non, au contraire, un best-seller des restos d'autoroute avec des tagliatelles au saumon. Mais ici, pour vous, Madame la Ministre, en version gastro, s'il vous plaît, avec des tomates séchées et en dessert, une surprise du chef à base de pommes et de cannelle. Dans les pieds dans le plat, nous verrons que le gouvernement met 2 milliards pour étendre le dispositif MaPrimeRénov' pour la rénovation énergétique des bâtiments. Ça vous fait du pain sur la planche, espérez-vous tirer tous les marrons du feu. Et dans le dessous des plats, comment concilier écologie et logement? Les jardins partagés se multiplient près des logements sociaux. Comment les encourager? Allez, on passe à table. Tout de suite, cuisine et confidence. Alors, pas très difficile, hein, Madame la Ministre. Lorsqu'on vous demande votre plat préféré, vous répondez comme dans une vieille pub culte, hein, des pâtes, des pâtes. J'irai pas plus loin, hein. Mais oui, des pâtes à quoi? Alors, on a échappé aux pâtes au beurre, hein, du menu enfant, et on a réussi à vous faire avouer qu'avec un peu de saumon, et ça serait bienvenu, et qu'avec des petites tomates séchées, ce serait l'extase. Vos vœux sont donc exaucés. Vos pâtes sont servies, mais finalement, avec vous, j'ai bien compris, peu importe la garniture, ce qui compte, c'est la pasta, c'est ça? Vous avez du sang italien pour être si dépendante, accro aux pâtes? Non, j'ai pas de sang italien, j'ai du sang roumain. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu un tropisme italien. J'ai appris l'italien au collège, c'était ma deuxième langue. Et c'était quand même un choix un peu inutile, au sens où c'est pas la langue qui sert le plus dans les relations internationales. Mais j'ai toujours été attirée par l'Italie, j'y vais souvent. Et puis... j'ai choisi des tagliatelles au saumon parce que c'est une plaisanterie familiale, en fait. Ah, dites-nous. Racontez-nous l'histoire, alors. Quand j'ai commencé à travailler avec les enfants qui sont arrivés, moi je travaillais beaucoup, mon mari aussi, on essayait quand même de recevoir des copains. Et donc j'avais quelques recettes faciles. Parce que les tagliatelles au saumon, c'est un avantage, c'est que ça se fait en 10 minutes. Vous avez un paquet de tagliatelles, du saumon ou du saumon fumé, vous mélangez tout ça avec un peu de crème fraîche. C'est votre côté éternel étudiant. Et donc j'ai fait beaucoup de tagliatelles au saumon parce que en fait, c'est difficile de concilier une vie professionnelle, une vie de couple, une vie avec des enfants. Et donc, c'est vrai que la cuisine, j'allais quand même à des basiques. Et au bout d'un certain temps, c'était devenu la plaisanterie avec la famille ou les copains. On vient, mais tu vas pas nous refaire les tagliatelles au saumon. Et du coup, pendant 10 ans, les tagliatelles au saumon ont été bannies à la maison parce qu'on avait atteint le seuil de saturation. Le retour des tagliatelles. Mais c'est vrai que les pâtes, c'est bon tout le temps. C'est bon avec tout, c'est bon avec toutes les garnitures. Et puis, c'est festif, ça se partage. Il y a un petit côté, le soleil de l'Italie arrive à la maison, donc c'est sympa. Alors, on va les goûter. Vous allez nous dire si elles ressemblent à celles que vous avez pu cuisiner. Elles seront sûrement meilleures que ce que je faisais. Cuisiner un peu moins maintenant. Donc là, on a des morceaux de saumon. C'est du saumon qui n'est pas du saumon fumé. Hein. Et on a des tomates séchées en plus. Mais il y a aussi peut-être un peu de ciboulette. Il y a deux saumons. Il y a du saumon, filet de saumon qui a été sans doute poché. Et ensuite, regarde Brigitte, du saumon fumé. Et des, je n'avais pas vu. Vous aviez demandé, Emmanuel Vargon, aussi des copeaux de parmesan. Parce que je crois que vous mettez des copeaux de parmesan un peu partout sur les pâtes. Alors là, est-ce que le chef n'a pas osé mélanger fromage et saumon? Non, j'en vois pas. Est-ce qu'il y en a, pas du tout. Dans la sauce? Ça va pas du tout. Oui, je suis une addict du copeau de parmesan. J'en mets sur tout, sur carpaccio, évidemment, salade César, mais en gros, à peu près tous les plats de la maison. La touche finale. Avec du copeau de parmesan, ça fait beaucoup rire mes enfants. En fait, moi, je suis plutôt gourmande. Et donc, j'aime bien notamment le salé. Et c'est vrai que je trouve que ça donne là aussi une petite touche ensoleillée, agréable. Mais même quand il y a du poisson, même quand il y a du poisson, des coquillages, vous mêlez le fromage. Parce que c'est un peu audacieux. Ça se fait maintenant, mais pendant un temps, on ne servait jamais sur une table d'un resto italien du fromage dont les pâtes avaient comme ingrédient le saumon. Dans les restos italiens chics et que je demande du parmesan, en général, d'abord, je le demande en italien, mais mal. Et ensuite, le serveur me regarde.
Vorrei parmigiano, per favore. Et donc le serveur me regarde du genre, son accent est quand même pourri. Et par ailleurs, elle ne va pas nous demander du parmesan sur un plat qui est un plat sophistiqué. Donc en fait, j'ai tout faux, mais c'est pas grave. Sinon, il y a d'autres pâtes que vous cuisinez à la maison. Vous avez d'autres recettes autour de la pasta? Alors je fais beaucoup de lasagne, en fait. Et donc c'est souvent le dimanche soir... parfois pendant la période du confinement, mais même en dehors, j'essaye de cuisiner le dimanche soir pour un plat qui est le plat du dimanche soir simple. Et puis après, il en reste un peu dans la semaine et c'est sympa. Et donc, je fais souvent des lasagnes végétariennes dans lesquelles j'essaye de mettre plus de légumes que de pâtes. Parce que tout ça, c'est sympathique, mais j'ai une petite tendance à grossir si je ne fais pas attention, donc j'essaye d'équilibrer. Avec votre tropisme italien, j'imagine que vous êtes très sensible à la cuisson des pâtes, ce qu'on appelle al dente. Vous les aimez al dente, vous les faites al dente? Vous les réussissez surtout al dente, oui. Comment vous faites pour ne pas les faire cuire cette minute de trop qui gâche tout chez les Italiens? Ils sont très à cheval là-dessus. Alors d'abord, le temps de cuisson sur le paquet est toujours faux. Exactement, à bannir. Donc voilà, à bannir. Et du coup, en gros, je reste à côté de la casserole et puis je goûte régulièrement. Donc par rapport au temps de cuisson qui est indiqué, vous les laissez généralement une minute de moins? Un peu plus en général. Un peu plus? Oui, moi un peu plus. Mais je ne dois pas être la puriste du al dente. Oui, trop al dente, c'est un peu dur, mais effectivement, en général, moi, je les fais plutôt cuire moins que sur le paquet. Plutôt moins pour qu'elles soient effectivement pas trop cuites. Si on ne mange pas des pâtes chez vous, qu'est-ce qu'on mange? Vous avez d'autres plats, plats signature? Non, je mange quand même autre chose que des féculents. Non, j'ai fait beaucoup de gigot, beaucoup de rôti, beaucoup de curry. J'ai eu une période dans laquelle je faisais des currys et des tas de trucs dedans. Là, maintenant, c'est les enfants qui ont pris le relais. Et il faut reconnaître qu'ils sont meilleurs que moi. Donc, ils se sont remis aux plats familiaux. Ils font des chilis, ils font des bœufs bourguignons ou voire du borsch. Donc, c'est eux qui cuisinent parce que vous avez trop de travail, vous n'êtes pas là. Donc, ils ont pris les fourneaux en main. Voilà, j'ai 3 enfants, dont 2 qui sont grands. Et c'est vrai que les 2 grands se sont pris en main. Et donc, le week-end pour la semaine, ils font souvent ces plats assez généreux à partager. Je fais aussi de la blanquette une fois de temps en temps. Et vos racines roumaines, on les retrouve dans l'assiette? Parce que c'est pas un grand pays de gastronomie, mais on peut très bien manger en Roumanie. Il y a des très bonnes recettes typiques. C'est plutôt la cuisine juive ashkénaze qui vient de Roumanie ou de Pologne. Alors on la retrouve pendant les fêtes où on va avoir du bouillon avec des boulettes de pain azim qui s'appellent des kneidler. On va trouver aussi des choses du genre hareng haché, foie haché. Et puis après dans les desserts. Et donc c'est pour ça que tout ce qui est pommes, cannelle me parle beaucoup parce que ces desserts-là, ils sont souvent à base de pommes et de cannelle, ça peut être des gâteaux, ça peut être des compotes. Il n'y a pas une influence slave aussi, ou balkanique, pris en étau? C'est la frontière entre la Roumanie, la Pologne, c'est de la cuisine d'Europe de l'Est. Alors on retrouvera ça évidemment dans le dessert. Vous allez faire le marché le dimanche, vous aimez ça, choisir vos produits sur les étals? Oui, j'essaye de continuer à mener une vie normale le week-end, ce qui m'amène au supermarché tous les samedis et au marché tous les dimanches, ou à peu près. Et c'est vrai que j'aime bien le marché le dimanche. D'abord parce que forcément, à force, je connais tous les commerçants, donc c'est aussi sympathique de discuter. Et puis parce que ça permet aussi d'avoir des idées de recettes, de choisir des produits de saison. J'aime bien les circuits courts. Et puis, ça permet de choisir du fromage, qui est quand même un des grands plaisirs dans l'existence. Le fromager du marché est top. Et donc, à chaque fois, on repart avec le petit chèvre qu'on n'a pas encore goûté ou la tome de moitié brebis, moitié chèvre. Pas forcément italien, les fromages. Non, pas forcément italien. Et vous avez donné en France, on a de quoi s'occuper. Vous avez donné des consignes au ministère quand vous êtes arrivé sur certains plats, certains choix? D'abord, on a mis en place le lundi vert au ministère depuis que je suis arrivée, c'est-à-dire une fois par semaine, en l'occurrence le lundi. On a des repas sans viande et sans poisson. C'est le menu végétarien. C'est le menu végétarien. Comme à la cantine, alors. Exactement. Et au début, ça les a un peu surpris, désorientés, parce que la cuisine de ministère, si on leur dit vous pouvez faire ni viande ni poisson, ça limite. Et donc là aussi, ils se sont mis à des risottos, à des lasagnes. Au quinoa, non? Au quinoa, etc. Et finalement, ça marche bien. Et donc, c'est bien passé. Et du coup, ça fait partie des choses qu'on fait. Alors, on voit que vous y connaissez quand même pas mal. On va passer au quiz dans cette émission. Oula! Alors, avec votre tropisme italien, je pense que vous allez trouver, mais on va quand même vous poser la question. Laquelle de ces propositions, vous pouvez le voir sur cet écran, Madame la Ministre, laquelle de ces propositions n'est pas un nom de pâte italienne? A. Paccheri, je ne sais pas si j'ai le bon accent. B. Zitti. C. Involtini. D. Fusilli bucati. Alors, fusilli, c'est des pâtes. Involtini aussi. Après, entre le premier et le deuxième, zitti, je crois que c'est plutôt de la friture. Je dirais que c'est zitti, mais je ne suis pas sûre à 100%.
Ah bah, je suis content, j'ai piégé une ministre qui a un tropisme italien. Les pâtes, les involtini, ce sont plutôt des roulades. Ah d'accord. Soit on met des petites lamelles de bœuf. Voilà, on peut mettre un peu du speck et de fromage ou des involtini d'aubergine. On fait cuire des tranches d'aubergine et on met un peu de choses. Le piège, tout était en i, on pouvait y tomber facilement. Alors deuxième quiz à présent. Dans lequel de ces desserts n'y a-t-il pas de cannelle? A. Baklava turc. B. Moualabier libanais. C. Carotte cake indien. D. Cannoli sicilien. Ça, c'est pour vous, hein. C'est sur mesure comme quiz, parce que si vous vous rendez dans ces pays, vous saurez... Je dirais le carotte cake indien. Alors non. Non. Alors c'est B. Oui. Moualabier libanais. Le moulabier libanais, qui est une espèce de flan, et c'est à la fleur d'oranger et au pistache, et il n'y a donc pas de cannelle. Voilà. Bon, il va falloir que je revienne parce que j'ai des on apprend des choses. On apprend des choses. Alors, je disais en faisant votre portrait au début de cette émission, vous êtes la fille de Lionel Stoléru. J'imagine qu'à table, chez vous, on parlait politique, non? Le dimanche ou autre, c'était des repas très, très engagés. Alors, on a toujours beaucoup parlé politique à table, bien sûr, avec mon père et ma mère quand j'étais plus jeune. Et puis, on a recommencé à parler politique à table avec mon mari et la famille de mon mari, à part que ce n'était pas la même politique. Chez mes parents, c'était plus calme, plus tranquille, et c'était plutôt du partage d'informations, en réalité, sur l'actualité de ce que faisait mon père. Chez mon mari, avec mes beaux-parents, c'était vraiment de l'engueulade politique avec des gens très engagés. Mes beaux-parents étaient communistes, on n'était pas tous d'accord. Et puis c'était une famille très, très vivante, assez bruyante, dans laquelle il fallait vraiment hausser la voix pour avoir une chance de s'exprimer. Vous arriviez à vous imposer, vous Pas au début, j'ai eu du mal. Et puis après, j'ai pris le pli. Et donc, il y a des engueulades, vous êtes jamais d'accord avec votre mari? On n'est pas toujours d'accord avec mon mari, surtout quand on commence à parler de la gestion hospitalière, de la tarification à l'activité, et tous ces sujets. Prend pas mal la parole dans le débat public. Et puis maintenant, il y a les enfants qui, eux, m'interpellent sur l'égalité des droits, l'égalité des chances, la lutte contre les discriminations, etc. Ils sont assez militants, donc ça donne des discussions assez animées. Il y a plus de sujets polémiques qu'avant? Vous sentez que c'est plus compliqué de parler politique aujourd'hui? C'est plus fragmenté qu'avant, ou c'était un peu binaire finalement avant? On était de droite ou de gauche, on avait deux camps à table. Maintenant, aujourd'hui, c'est un peu éparpillé, non? Je ne sais pas si c'est ça. Avec la défense de certaines idéologies, de certaines idées, l'écologie... Je pense surtout que pendant une période assez longue, les gens ont arrêté de parler politique à table, en famille ou entre amis, et que finalement, la politique était devenue une espèce d'univers... Plus personne ne pensait que ça servait à quoi que ce soit de parler de politique. Finalement, il y avait des fondamentaux et les choses étaient comme elles étaient, ne pouvaient pas changer. Et je trouve qu'au contraire, depuis quelques années, la politique est revenue, que ce soit par l'écologie ou par d'autres sujets, et qu'il y a de nouveau du débat politique. Peut-être qu'il est plus fragmenté, mais surtout, il est revenu après une période où, en fait, c'était plus trop le sujet, quoi. C'était plutôt l'impuissance de la politique. Et vous avez toujours voulu faire de la politique, en fait? Vous êtes tombée dans la marmite quand vous étiez toute petite? Alors, moi, j'ai toujours été très intéressée par la chose publique, et donc c'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'être haut fonctionnaire et j'ai été membre de cabinet jusqu'à diriger le cabinet de Martin Hirsch. Mais c'est assez récent de passer de l'autre côté, c'est-à-dire de décider de faire de la politique moi-même, d'incarner, de me battre pour mes idées. Et c'est en fait assez différent, plus différent que ce que je pensais quand j'étais de l'autre côté. Il y a une vraie différence de fond entre piloter une administration, mettre en œuvre une politique publique, appliquer une orientation et faire en sorte que ça se passe bien, et être dans le combat politique, choisir des idées, un camp, les exprimer, les défendre et obtenir des décisions et ensuite piloter leur mise en œuvre. Et cette impuissance dont on parlait avant, l'impression que finalement faire de la politique, ça ne changeait pas la vie des gens. Aujourd'hui, vous vous rendez compte que c'est difficile de faire changer les choses, de faire bouger une administration ? Alors moi, je me suis engagée parce que je pense qu'il faut que la politique puisse changer la vie des gens et je voulais participer à cette démonstration-là que la politique n'est pas impuissante, que face à des constats qu'on fait tous, les enjeux écologiques, les enjeux sociaux, la lutte contre les inégalités, les difficultés dans la société française, en fait, si on veut, on peut contribuer. Ça ne veut pas forcément dire qu'on peut tout régler, mais on peut faire une différence. Après, c'est difficile, ça je le savais déjà, c'est difficile entre le moment où on décide et le moment où la réalité a vraiment changé. C'est vrai dans toutes les politiques, c'est particulièrement vrai dans l'écologie et dans le logement, parce que les changements, ça prend du temps, c'est donc des changements de long terme.
logement, quand vous décidez de construire plus de logements, c'est pas instantané, c'est plusieurs années. Donc ça reste difficile. Mais en revanche, le côté tout se vaut, ou le côté il n'y a pas de solution, ou le côté tous pareil, ou le côté impossible, ça, c'est vraiment, en fait, ça m'indigne. C'est-à-dire, je pense que c'est le jeu des extrêmes. Et donc, si on ne veut pas laisser le pays aux extrêmes, alors il faut montrer que si, c'est possible. Alors on sait qu'en France et notamment en politique, le repas a une place très importante et qu'il s'y passe souvent beaucoup de choses. Alors c'est la brève de comptoir. Alors on vous a demandé, Emmanuel Vargon, de réfléchir à un souvenir politique autour d'un repas. Est-ce qu'il y en a un qui vous est revenu plus particulièrement? En fait, j'ai pensé à un repas après un grand débat avec le président de la République, parce que... Donc vous organisiez un peu les grands débats avec Sébastien Lecornu? Voilà, avec Sébastien Lecornu, on était en binôme. C'était il n'y a pas si longtemps, mais on a l'impression que c'était il y a très longtemps en réalité, parce qu'il s'est passé tellement de choses. Et donc, on organisait ces grands débats. Et le premier a été organisé dans l'Eure, dans une commune qui s'appelle Grand-Bourteroulde, avec beaucoup d'élus locaux. Et il avait commencé en milieu d'après-midi. Et c'est la première fois qu'on a vu ce que ça voulait dire un grand débat avec le président de la République. À savoir, vous commencez vers 16h et à 19h, tout le monde se dit, bah voilà, à 19h, on commence à avoir un peu faim. Ça va bien finir par se terminer. Pas du tout. Le président avait pris 42 prises de parole, il avait écouté 42 personnes, il avait ses 42 notes et il a répondu aux 42 personnes qui parlaient. Et donc évidemment, ça s'est terminé assez tard, ça s'est terminé vers 22h. Et là, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on peut aller dîner quelque part? Alors, on était au milieu du département de l'Eure, et à 22h, il n'y a pas grand-chose d'ouvert. Et donc, finalement, Sébastien Lecornu, qui était président du conseil départemental et toujours évidemment très implanté localement, a fini par appeler un copain restaurateur à Vernon, en lui disant cher ami, est-ce que tu sers encore? Alors, le président gars s'invite à ta table. Oui, mais j'ai bientôt fini mon service. Est-ce que tu peux encore nourrir 20 personnes? Oui, si vous n'êtes pas trop difficile. T'inquiète, on arrive à 20. Et là, le cortège arrive chez le restaurateur à qui Sébastien n'avait pas dit qu'il venait, en fait. Et du coup, alors qu'il finissait, il était quasiment en train de fermer, et ben, il a réouvert, il nous a sorti des entrecôtes et des salades, et c'était absolument super. Et c'était un repas sympa, parce que c'était aussi la première fois qu'on faisait cet exercice, et finalement, ça avait permis de renouer le lien avec les élus. Donc j'ai ce souvenir de dîner un peu improvisé de réouverture. Et il ne s'attendait pas à ce que ce soit... Le président de la République, qui débarque. Il lui avait pas dit. Il lui a dit, est-ce qu'on peut débarquer avant? Il se douter, non? Donc, quelle tête il a fait quand il a vu Emmanuel Macron? Il a un peu passé par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, mais ça s'est bien terminé. Mon entrecôte. Grosse pression quand même. Voilà. Mais au moins, ça lui a évité le stress. Oui, c'est sûr. Allez, on va parler politique maintenant et on va mettre les pieds dans le plat. Dans les pieds dans le plat, le président a annoncé un couvre-feu entre 21h et 6h du matin dans 8 métropoles, dont l'Île-de-France, pour freiner la propagation de l'épidémie. Il va durer au moins 4 semaines. Le chef de l'État a aussi encouragé les Français à se réunir à 6 maximum pour stopper le virus qui se propage dans les soirées privées. Un report des élections régionales est envisagé. Le plan de relance prévoit 100 milliards d'euros. Vous nous direz quelle est la part consacrée ou réservée au logement et à quoi va être utilisé tout cet argent. Le dispositif phare, c'est MaPrimeRénov'. Le gouvernement y consacre 2 milliards d'euros. Vous nous direz à quoi ça ressemble. Marie-Bénédicte Allaire nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Marie-Bénédicte, journaliste politique à RTL, et Tristan Quineau-Mopoil. Bonjour Tristan. Vous êtes journaliste au Figaro. On met les pieds dans le plat, hein, Emmanuel Vargon. Alors si on impose un couvre-feu maintenant dans 8 métropoles, entre 21h et 6h du matin, est-ce que c'est parce que les Français ont fait n'importe quoi depuis quelques semaines, ou est-ce que c'est parce que le gouvernement a échoué finalement, et est-ce que la politique des tests n'est pas en cause? Non, mais c'est ni l'un ni l'autre. C'est simplement que c'est un virus qu'on ne connaît pas, c'est une épidémie qui est complètement inédite. Et face à ça, au fur et à mesure des mesures d'ajustement et des mesures barrières, on regarde si ça suffit ou pas. Là, on a une progression du nombre de cas qui est trop importante, notamment dans ces métropoles, et donc on a besoin de continuer à restreindre. On le fait au plus juste, en essayant au maximum d'éviter des mesures très générales, type reconfinement, même reconfinement local. Et c'est la raison pour laquelle nous avons choisi ce couvre-feu qui permet de maintenir l'essentiel de la liberté d'aller et venir et qui, c'est vrai, pose une restriction le soir, mais qui va nous permettre, j'espère, de passer la période.
Alors, ce couvre-feu, ça va poser un problème particulier aux personnes qui sont sans domicile fixe. Comment ça se passe dans les centres d'hébergement? D'abord, est-ce qu'ils sont très fortement touchés par le Covid? Alors, d'abord, j'ai réuni ce matin, en visioconférence, toutes les grandes associations de lutte contre l'exclusion et qui gèrent des centres d'hébergement, justement pour avoir tout de suite la discussion avec la Fondation Abbé Pierre, avec la FAS, avec la Croix-Rouge, etc., pour savoir comment est-ce qu'ils voient les choses. Le virus circule partout, donc y compris dans les centres. Pour en avoir visité encore la semaine dernière, en fait, les taux de circulation du virus dans les centres d'hébergement ne sont pas tellement plus élevés qu'ailleurs. Donc, on n'a pas de cluster spécifique, on n'a pas d'inquiétude spécifique. En revanche, en période de couvre-feu, on a besoin de mettre encore plus à l'abri que ce qu'on est en capacité de faire en temps normal. Et donc, nous avons discuté avec les associations de comment est-ce que nous allons pouvoir gérer au mieux l'ouverture de places supplémentaires, ce qu'on fait habituellement dans ce qu'on appelle les plans hiver. Vous pouvez chiffrer combien de places en plus il y aura? On va le faire à la demande, c'est-à-dire qu'avec les préfets, on va chaque semaine regarder les besoins, notamment les besoins non couverts par les SAMU sociaux, les centres d'appel, pour voir comment est-ce qu'on peut ouvrir plus de places. Et là, notre objectif, c'est d'ouvrir des places plutôt individuelles. Parce qu'il nous arrive d'ouvrir des places dans des gymnases, par exemple, pour de la mise à l'abri, mais ça ne résout pas complètement le problème si vous mettez dans une seule pièce énormément de personnes. Donc, ouvrir plus de places. Ensuite, permettre aux travailleurs sociaux, aux salariés de ces associations, aux bénévoles de ces associations de pouvoir continuer à agir pour les plus vulnérables, y compris en période de couvre-feu, ce qui veut dire gérer la question des attestations, des dérogations, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Et puis, bien sûr, faire attention à ne pas verbaliser les personnes qui sont sans domicile fixe. C'est pas du tout l'objet, c'est pas du tout l'idée. Donc, on est tout de suite en train de travailler, dès maintenant, dès ce matin, à comment est-ce qu'on augmente encore notre capacité à répondre aux besoins dans cette période. Alors, les Français sont invités à rester davantage chez eux. Le président de la République a dit qu'il fallait télétravailler beaucoup plus. L'hiver arrive. On sait que rester chez soi, ça engendre des coûts supplémentaires, y compris pour les foyers les plus modestes. Est-ce qu'il y a des aides qui sont prévues justement pour accompagner les foyers les plus en difficulté? Alors, d'abord, vous avez entendu le président de la République annoncer qu'il y aura une aide exceptionnelle pour les bénéficiaires du RSA et des aides au logement, à hauteur de 100 € plus 150 € par enfant. Non, c'est 150 € plus 100 € par enfant, pardon. Et ça permet de soulager le budget des familles les plus modestes. Après, on a constaté pendant le confinement qu'en fait, les factures d'énergie n'étaient pas tellement différentes en période de confinement et en dehors, ce qui n'est pas normal, puisque normalement, quand vous êtes chez vous, vous devriez chauffer plus et consommer plus d'énergie. Ce qui veut dire aussi qu'on continue à chauffer et qu'on ne régule pas bien les appartements ou les maisons quand on est au travail. Donc, ça veut dire qu'on peut progresser sur la régulation jour-nuit, par exemple. Et puis après, de toute façon, ça rejoint l'une des grandes actions du plan de relance dont vous parliez tout à l'heure, MaPrimeRénov', parce que nous souhaitons aider les Français à faire des travaux d'amélioration de la qualité de leur logement sur la rénovation énergétique thermique, justement pour isoler mieux et baisser les factures. Et là, on aide très fortement les ménages les plus modestes, puisque là, on aide jusqu'à 90% de la facture totale des travaux. Et ça se retrouve après sur les factures mensuelles, bien sûr, puisqu'en général, on divise par 2, voire plus, la facture mensuelle. MaPrimeRénov', elle est bien élargie maintenant et elle va concerner tous les publics, non? Oui, MaPrimeRénov' concernait depuis le 1er janvier la moitié des Français les plus modestes. Là, on l'ouvre à tous les Français, mais on aide plus ceux qui ont moins. On a toujours un taux d'aide qui va être autour de 80-90% pour les ménages les plus modestes. Pour les ménages les plus aisés, l'aide sera plutôt autour de 30 à 40%, et c'est normal. Il n'y a pas besoin de financer à 90% les travaux des ménages les plus riches. Emmanuelle Wargon, puisqu'on est à table, c'est la question qui s'impose. Les grands perdants de ce couvre-feu sont les restaurateurs. À 21h, il n'y a plus de service. On aurait pu décaler à 23h. C'est 2 services qui leur permettaient peut-être de rentrer dans leur coût. Est-ce que ces 2 heures étaient vraiment cruciales d'un point de vue sanitaire ? Moi, je crois qu'il faut qu'on soit d'abord guidé par la situation sanitaire. Et quand on voit l'alerte des médecins hospitaliers, des réanimateurs, en fait, de tout le système de santé, on se dit qu'il faut vraiment faire attention. Et donc, l'idée, c'est quand même de limiter les contacts sociaux, les interactions sociales dans la mesure du possible. Les restaurants pourront, pour ceux qui le choisiront ou le pourront, garder un service. Compliqué.
ça va dépendre de chaque situation, de comment fonctionne chaque restaurant. Et après, évidemment, notre responsabilité, c'est de les soutenir financièrement, donc chômage partiel maximum, aide du fonds de solidarité. Donc, au fait, il y aura un financement pour le manque à gagner des restaurateurs. Mais notre objectif, c'est vraiment de ne pas nous retrouver dans 3 semaines ou dans un mois avec une saturation des services de réanimation. Et la tension commence à arriver. Du coup, est-ce qu'on pourrait imaginer d'inciter les employeurs à terminer la journée de travail un peu plus tôt, justement pour que les gens aient le temps de rentrer chez eux et d'aller au restaurant peut-être un peu plus tôt que ce qu'ils font d'habitude? Voilà, notamment en Île-de-France. Je crois que chacun s'adaptera. Je ne sais pas si... On a plutôt envie d'étaler les heures de départ. Et d'ailleurs, ce n'est pas incompatible, puisque l'idée, c'est quand même que tout le monde ne se retrouve pas dans les transports en commun exactement à la même heure. Et il y a eu pas mal de flexibilité, notamment en Île-de-France, mais pas que, pour que les heures de départ et d'arrivée puissent être avec une amplitude plus grande. On peut imaginer que certains jours, on commence plus tôt, on repart plus tôt, et donc si on le souhaite, on peut aller au restaurant. D'autres jours, on est décalé dans l'autre sens. C'est vrai que ça perturbe nos habitudes de vie, ce sont des contraintes supplémentaires, on n'est pas 100% libre de faire exactement ce qu'on souhaite faire comme d'habitude, mais on est dans une situation inédite avec un virus qui continue à tuer, avec en réa maintenant la moitié des patients qui ont moins de 65 ans. Donc ça veut dire que ça touche toutes les catégories de la population. Et puis une épidémie qui monte trop vite. Donc c'est la responsabilité du président du gouvernement que de réagir face à cette progression des chiffres de contamination. Quelles conséquences ça a pour l'organisation d'une ville? On pense évidemment aux bureaux d'affaires qui sont aujourd'hui délaissés. Est-ce qu'il faut la repenser, la ville? Comment vous voyez les choses? Est-ce que ça a des conséquences économiques sur les quartiers, la défense, évidemment? Alors, ça a des conséquences de très court terme, bien sûr, mais vous avez raison. En fait, les 2 crises que nous avons vécues, la crise des Gilets jaunes d'abord et la crise du Covid aujourd'hui, sont 2 raisons de repenser l'aménagement des villes et des périphéries des villes, en fait, de tout le territoire français. En période de Covid, il faut qu'on trouve plus de flexibilité pour éviter que le mode de vie principal pour ceux qui travaillent dans des bureaux soit un temps de transport long entre la maison, le bureau, et puis massivement au bureau et retour. Et donc, le télétravail va prendre de la place, évidemment, en ce moment, avec une incitation à télétravailler, mais même à la sortie de la crise, il me semble que le télétravail va devenir quelque chose qui sera dans nos habitudes de travail, 1 jour par semaine, pas forcément tout le temps. Et donc, ça veut dire que quand on aménage une ville, quand on aménage des nouveaux quartiers, moi, je crois vraiment à la mixité. En fait, à 2 types de mixité, ce qu'on appelle la mixité fonctionnelle, désolé du côté un peu techno, mais c'est-à-dire pas un quartier que de bureaux, ou pas un quartier que de logements, ou pas que un centre commercial, mais un quartier mélangé dans lequel on trouve les fondamentaux, et dans les fondamentaux, probablement un lieu de télétravail collectif. Parce que quand on sera sorti de la période de contamination, je pense que nous aurons peut-être envie d'aller travailler dans ce qu'on appelle le coworking ou ce qu'on appelle aussi des tiers-lieux, qui sont des lieux dans lesquels on peut venir travailler, boire un café, rencontrer des gens, sans avoir besoin de faire 3 quarts d'heure ou 1 heure de trajet pour aller au bureau. Sont invités là à aller dans ces espaces de coworking que l'on connaît, qui sont payants quand même, généralement. Est-ce que les entreprises pourraient offrir aux employés la possibilité de s'y rendre en ce moment? Pour l'instant, quand on incite au télétravail, c'est plutôt pour ne pas rencontrer trop de gens au moment où on travaille, donc c'est plutôt pour rester chez soi. Donc pour l'instant, on est en période de Covid et de limitation des contacts sociaux. Mais quand on sera sorti de la période de contamination, je pense que ce coworking de proximité a du sens et pourrait être financé par les entreprises. On pourrait très bien imaginer que les entreprises qui aujourd'hui payent des mètres carrés de bureau payent un petit peu moins de mètres carrés de bureau par salarié d'un côté et permettent à chaque salarié de se rendre gratuitement dans un lieu de coworking de proximité. Donc ça, je trouve que c'est un modèle qui peut vraiment être intéressant, mais qui est plutôt pour après la crise. La crise, c'est 100 milliards, la crise, c'est 100 milliards d'euros. Finalement, quelle part dans ces 100 milliards seront consacrés aux bâtiments, au logement? On sait que quand le bâtiment va, tout va, c'est aussi des emplois derrière, c'est une reprise de l'économie. Alors, quelle part y sera consacrée? Alors, dans le plan de relance, donc dans les 100 milliards, il y a 30 milliards pour l'écologie et il y a 7,5 milliards pour le logement. Donc, c'est quand même une part vraiment importante. Là-dedans, il y a beaucoup pour la rénovation, tout type de rénovation, les maisons et les appartements des particuliers, mais aussi les bâtiments publics, parce qu'on a quand même des écoles, des commissariats, etc., qui auraient bien besoin qu'on les rénove, et aussi les logements sociaux, avec une enveloppe pour que les bailleurs sociaux continuent à rénover les HLM.
Et puis après, il y a de l'aide à la construction, soit pour continuer à construire dans des endroits dans lesquels il y a vraiment besoin aux zones tendues, en essayant de garder de la densité qui peut se compenser aussi par des espaces verts, mais de la densité, parce qu'il y a des tas de régions dans lesquelles se loger est devenu quasiment impossible. Il n'y a plus en fait de terrain. Il n'y a pas assez d'offres, il n'y a pas assez de terrain pour construire, et puis parfois on construit un peu bas, c'est-à-dire les documents d'urbanisme sont très largement concertés, donc les villes, les agglomérations passent du temps à définir quelle est la bonne manière d'organiser l'espace, et puis ils disent à tel endroit on peut construire des immeubles de 4 ou 5 étages. Puis finalement, au moment de signer le permis de construire, on se dit que finalement 3 étages, c'est peut-être suffisant. Mais si on fait ça à tous les endroits où on pourrait mettre 4 ou 5 étages, ça veut dire qu'on ne répond pas aux besoins de logement. Et il vaut mieux y répondre, ce qui permet d'avoir d'autres endroits dans l'agglomération où on fait des jardins partagés, où on retrouve de la nature. Donc on a besoin de garder cet équilibre. Et puis après, il faut qu'on urbanise sur ce qu'on appelle les friches, c'est-à-dire ces endroits un peu délaissés qui sont un peu du no man's land, c'est-à-dire ça a été un site industriel, mais l'industriel est parti. Ça a été un bâtiment dans lequel il y avait une activité, mais le bâtiment est vide. Ça a été une zone commerciale, mais en fait elle s'est réduite. Ça a été une voie de chemin de fer. Ça a été une emprise autoroutière ou routière, parce qu'à un moment on a pensé qu'on allait étendre telle route ou telle autoroute, et puis finalement on l'a pas fait. Et ces parcelles qui en fait, sont un peu dans un espèce de vide. Celles-là, elles sont déjà urbanisées. Et donc, quand on construit là, on préserve de la ressource naturelle ailleurs. Ça prend quand même énormément de temps entre le moment où on a le projet, où on fait les démarches administratives et où on peut installer des personnes dedans. Alors, la construction, c'est toujours long. Après, moi, j'ai souhaité qu'on travaille sur les délais, parce qu'on a des procédures à simplifier, à dématérialiser, des autorisations à donner peut-être plus vite sur les permis de construire. C'est aussi une discussion avec les élus locaux, puisque les permis de construire, ce sont les maires qui les délivrent. Donc, on a aussi besoin de relancer une forme de mobilisation pour cette construction neuve. Et puis, enfin, et je reboucle juste sur votre question, on peut transformer des bureaux en logements. Et dans une période dans laquelle il va y avoir peut-être moins de besoin de bureaux, on peut encore simplifier. Et le modèle économique de la transformation de bureaux en logements devient plus favorable. J'étais à Toulouse il y a quelques jours. Et j'ai vu un vieil immeuble de bureau qui a été transformé en logement étudiant. Et franchement, ça marche très, très bien. Il y avait des contraintes architecturales. L'architecte a trouvé une manière d'aménager quand même le bâtiment. Les loyers sont vraiment assez raisonnables pour des logements étudiants et c'est chouette. Est-ce que vous pensez que les villes moyennes qui étaient victimes jusqu'à maintenant de la métropolisation peuvent se réveiller? On voit des articles sur le sujet. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que c'est quelque chose, c'est une piste? On voit que les gens ont envie aussi de délaisser les grandes villes. Moi, je pense que la réflexion qu'on a à avoir sur l'aménagement, en fait, elle touche toutes les échelles du territoire. Elle touche les grandes villes, comment est-ce qu'on les fait évoluer? Elle touche les villes moyennes, comment on capitalise sur le fait qu'elles sont en train de redevenir attractives, et elle touche même la ruralité, parce qu'on a aussi des gens qui sont très contents de se réinstaller dans des bourgs qui sont vraiment plus petits. Et sur ces villes moyennes, c'est pour ça que je vous parlais du mouvement des Gilets jaunes, parce qu'en fait, je pense qu'il faut qu'on entende les deux messages, ils sont complémentaires. C'était aussi des personnes qui sont dans des zones résidentielles, plutôt type lotissement, dans lesquelles il y a très peu de services, il n'y a pas de commerce, il n'y a pas d'accès au transport en commun. Finalement, il y a une forme d'isolement. Et donc, comment est-ce qu'on lutte contre cet isolement en reconnectant ces lotissements au cœur des villes moyennes, soit avec plus de transport, y compris d'ailleurs avec des pistes cyclables complètement sécurisées? Comment on fait revenir des services, des commerces, mais aussi des lieux de convivialité partagés? C'est pour ça que le coworking peut s'insérer dans cette logique. Donc, comment est-ce qu'on recrée du lien social, pas seulement à l'échelle des métropoles, mais aussi à l'échelle des villes moyennes et de la banlieue des villes moyennes? Et ça, je pense que c'est vraiment une question pour les années qui viennent. Et puis, il se passe beaucoup de choses en France, en fait, là-dessus. Donc, on va aussi montrer toutes les expériences intéressantes. Est-ce que vous avez passé cette offre d'une chambre de 6,50 m à Paris pour 134 000 €? Oui, je l'ai vu passer. Quelle est votre réaction? Ma réaction, c'est qu'elle est probablement illégale, en fait, déjà, puisqu'il y a un texte qui définit la décence. Elle a été publiée. Oui, elle a été publiée. Nous, on a contacté la plateforme en demandant des explications. Elle est probablement illégale parce qu'elle est en dessous de 9 mètres carrés. Et normalement, c'est le minimum d'un décret qui définit la décence. On peut le louer pour un local sans que ce soit pour dormir, finalement. Oui, mais enfin, c'est pas comme ça qu'elle était présentée non plus. Elle est vendue, elle est à la vente, là. Oui, c'est à la vente. Mais... On n'a pas le droit de vendre une... On n'a pas le droit de louer. Oui, mais là, c'est pas 134 000 € par mois, c'est 134 000 €, oui. C'est le prix, c'est un achat. Mais en tout cas... Là, on a le droit.
elle est en deçà des standards raisonnables de comment est-ce qu'il faut habiter. Et par ailleurs, le prix est dingue. Donc oui, moi, je trouve ça extrêmement choquant. Ça veut dire, c'est pour ça que moi, je suis favorable à l'encadrement des loyers, même si c'est un dispositif pas très facile à mettre en place. Parce que la valeur locative et la valeur de vente, les deux sont liés. La valeur de marché, elle est aussi liée à l'anticipation que vous pouvez avoir de ce que peut rapporter un appartement ou une maison si vous la louez. Donc les deux sujets sont liés. Et c'est vrai qu'on atteint des choses qui sont aberrantes. Mais là, on peut légiférer là-dessus. L'État semble impuissant finalement. On va pas légiférer sur un prix de vente maximum au mètre carré. C'est pour ça que si on légifère sur ce qu'est la décence d'un logement, notamment en location, ça donne déjà une indication. Et après, ça nous ramène au point précédent, il faut plus d'offres, il faut construire plus, parce que les marchés sont extrêmement tendus, c'est-à-dire qu'il y a pour une offre énormément de demandes que ça fait monter les prix. La crise du Covid peut faire baisser l'immobilier? C'est aussi un débat, une question aujourd'hui qui est ouverte dans les villes. Pour l'instant, ce qu'on constate, c'est dans l'ancien, un nombre de transactions, donc de ventes, qui a un peu baissé et qui sera probablement semblable à ce qui s'est passé en 2018. Donc ce sera plus bas que 2019, mais on retrouvera le niveau de 2018, donc ça ne s'est pas effondré. Et des prix qui se sont stabilisés, en particulier dans les zones les plus tendues, type Paris intramuros, et qui continuent à augmenter légèrement en province. Il n'y a pas d'anticipation d'un effondrement. Après, si ça permet au marché de se calmer, je pense que dans ces zones très tendues, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et dans le secteur du logement social, l'État a décidé dans le projet de loi de finances 2021 de ponctionner 1 milliard d'euros sur Action Logement, ce qui émeut beaucoup les acteurs du secteur. Est-ce que ça ne va pas porter un coup à la construction de logements sociaux, justement? Non, je ne crois pas, parce que Action Logement est dans une situation dans laquelle, pour des raisons aussi liées à la crise, et donc de retard dans un certain nombre de projets, la trésorerie est très élevée. La trésorerie d'Action Logement, elle est autour de 9 milliards d'euros. Donc on a décidé un prélèvement exceptionnel qui vient financer les aides au logement, qui elles-mêmes vont augmenter, parce qu'en période de crise, comme les revenus baissent, les aides au logement vont augmenter, d'autant plus qu'on va les calculer sur les 12 derniers mois et pas sur l'année 2 ans auparavant. Après, ça laisse de la marge à Action Logement pour continuer à jouer son rôle. Et au contraire, moi, je souhaite que Action Logement reste un partenaire fort, paritaire, parce que c'est important que ça reste géré par les partenaires sociaux et qui soutiennent le logement social et les priorités collectives de la politique du logement. Et même après un prélèvement d'1 milliard, je pense que c'est tout à fait possible. On a besoin de continuer à construire du logement social. Notre objectif, c'est 110 000 agréments cette année de logement social. Il sera difficile à tenir. C'est pas sûr qu'on y arrivera parce que les permis de construire ont pris du retard. C'est normal. Les communes... À cause du confinement, finalement. À cause du confinement, d'abord, puisque beaucoup de services ont moins tourné que d'habitude, et c'est tout à fait normal. À cause des élections municipales, elles se sont étalées sur 4 mois. Donc, il y a forcément, quand vous n'avez pas d'exécutif municipal ou quand vous êtes en train de gérer la crise, tout est forcément un peu ralenti. Donc, ce n'est pas une mise en cause des collectivités, c'est juste le constat que c'est fait. Et du coup, on aura probablement du mal à faire les 110 000 logements sociaux cette année, mais on continue et ils sont financés. On sait que vous êtes intéressé par le Val-de-Marne, oui. Notamment pour les élections régionales. Vous tiendrez une liste départementale, là. On voit qu'il y a cette crise sanitaire, ce couvre-feu. On ne sait pas exactement pour combien de temps on est embarqué là-dedans. Finalement, est-ce que vous pensez que la question des élections départementales et régionales doit se poser d'un report de ces élections? En tout cas, je pense que ça sera inédit de faire une campagne, de faire complètement campagne dans une période de restriction d'autorisation de manifestations publiques. Donc, je pense que ça a du sens de laisser la question ouverte le temps qu'on voit comment la situation sanitaire évolue. Parce que pour les municipales, la campagne avait eu lieu avant le confinement. Bien sûr, le confinement est intervenu entre le premier et le deuxième tour, et donc la campagne s'est terminée en période de crise, mais elle avait très largement eu lieu avant. Là, ça supposerait de faire une campagne complète dans cette période de circulation forte du virus. Donc je pense que se dire que la question est ouverte et qu'il faut peser avantages et inconvénients avant de décider me paraît assez simple, parce que c'est difficile. C'est l'histoire de quelques mois ou... De toute façon, il n'y a pas de décision qui est prise du tout. Je pense qu'il y a plutôt une interrogation collective. À mon avis, c'est assez transpartisan quand même. Est-ce qu'on peut faire vivre la démocratie dans une période où ce sera difficile de se rassembler ?
Est-ce qu'on imagine que ce sera plus facile de se rassembler dans la période prévue de la campagne, c'est-à-dire en gros premier trimestre de l'année prochaine? Je pense que c'est une question qui mérite d'être posée. Et après, voilà, ce sera une décision collective. Le président a quand même souligné hier qu'on en avait pour jusqu'à l'été prochain. Donc c'est un peu répondre à la question, finalement. Il faut trancher tout de suite, presque. Le président a dit que le virus allait continuer à circuler au moins jusqu'à l'été prochain. Personne ne sait avec quelle intensité. On a vécu post-confinement l'été dernier avec en fait assez peu de restrictions. Là, on a des restrictions plus fortes. Difficile de dire combien de temps elles vont durer. Là, pour l'instant, elles sont prévues pour 4 semaines pour les métropoles, 4 à 6 semaines avec une réévaluation. C'est aussi une question politique sensible, donc je pense qu'on a besoin d'une concertation politique sur ce sujet. Qui a été annoncée, et donc il y a une commission qui a été annoncée et je pense que c'est bien. Et que voilà, ce soit une discussion sur la base des mêmes informations pour tous et qu'ensuite on puisse trancher. Comment vous qualifiez la gestion de crise juste de Valérie Pécresse du Covid et dans la région Île-de-France? Est-ce qu'elle gère bien les choses? Pour moi, la gestion de crise, elle est à l'échelle de l'État d'un côté et des communes de l'autre. Donc, les régions peuvent être en soutien sur la partie développement économique, mais ce n'est pas la région qui a la manœuvre sur la gestion de crise, même si Mme Pécresse a fait un certain nombre de sorties sur le sujet. Merci en tout cas, Marie-Bénédicte Allaire, d'avoir partagé ces instants avec nous. Merci Tristan Quinomeupoil. Alors, le temps presse, on va bientôt passer au dessert. Mais avant cela, la troisième partie de cette émission, c'est le dessous des plats. Alors, signe des temps, Emmanuel Vargon, de plus en plus de jardins potagers fleurissent au milieu des villes, comme à Paris, notamment dans les quartiers populaires. Exemple au cœur du 20e arrondissement, avec des citadins qui cuisinent leurs propres légumes, qu'ils récoltent, et même qu'ils fabriquent du compost. C'est un reportage de Rahabika et Nathalie Guillouard. Ce potimarron qui s'apprête à finir en soupe, Monique l'a vu grandir. C'est agréable de pouvoir déguster les choses que l'on a produites soi-même. On les a vus en graines, on les a soignés jusqu'à ce qu'ils deviennent matures. Pourtant, cette retraitée de 73 ans n'habite pas dans une maison avec jardin. Bonjour mesdames. Ses légumes, elle les fait pousser dans ce potager, au pied de son logement social en plein cœur du 20e arrondissement de Paris. C'est les dernières plantations qu'on peut faire, là, ce que tu vois là derrière, je ne sais pas ce que ça va donner. Des choux-fleurs, ça c'est des choses qu'on peut planter en octobre. C'est la fin de saison, donc les tomates ne vont plus mûrir, je crois qu'on va les cueillir. J'en ai cueilli un certain nombre, je vais faire de la confiture, voilà. Dans ce potager de 220 mètres carrés, un compost a même été prévu. Alors Monique ne jette plus ses épluchures à la poubelle, elle les recycle ici. C'est le premier bac où on dépose ce qui ensuite se transformera en ça. Là. Cette partie-là, on la répand sur la terre. Et c'est ce qui remplace en fait tous les pesticides, insecticides, enfin engrais plutôt chimiques. Ici, on plante pour le plaisir. Les quelques dizaines de fruits et légumes ne permettent pas de nourrir le quartier. Mais ces potagers urbains répondent aux besoins de citadins en mal de nature. De l'autre côté du jardin, il y a aussi des fleurs, et ça, c'est le domaine de Christine. Ça permet de retrouver, comment dirais-je, la nature, de se mettre en accord avec elle. Ça maintient la forme, on fait une activité, on partage, voilà. On rencontre beaucoup de gens. Depuis 4 ans, la verdure a remplacé la dalle de béton. Alors ici, on se prend à rêver de la ville de demain. La puberté, c'est sûr. Oui, c'est peut-être plus un souhait que... Non, moi je pense que c'est en train de se monter petit à petit. Ce que je disais, voilà. Là, les gens s'installent autour des arbres. Mais on constate que c'est un désir, les gens veulent ça. Emmanuel Vargon, vous venez de voir ce reportage. Est-ce qu'aujourd'hui, les programmes HLM devraient être nécessairement pensés avec des jardins partagés, avec de la verdure? En tout cas, ce reportage, c'est que du bonheur quand même. Ça donne vraiment envie parce qu'on voit bien tous les avantages que ça a. Se reconnecter à la nature, c'est aussi du lien social parce que c'est une activité partagée. Pouvoir manger ce qu'on fait pousser, ce qui est quand même super. Donc, je trouve que oui, ces expériences, elles ont beaucoup de sens. Alors après, comment est-ce qu'on les généralise ?
C'est vrai que vous y pensez? Il y a des réflexions là-dessus? Oui, il y a des réflexions à deux niveaux. En fait, d'abord, on réfléchit dans les nouveaux programmes HLM qu'on va lancer, en fait, quelle est... Pas forcément HLM d'ailleurs, Brigitte dit HLM, oui, on ne peut pas le mettre dans... Oui, là, c'est vrai qu'il y a deux niveaux, HLM et en général. Côté programme HLM, on réfléchit à savoir si on a envie de définir un peu le logement HLM idéal de demain, à la fois dans sa construction elle-même, y compris le fait, par exemple, qu'il y ait systématiquement un espace extérieur, balcon ou autre, et puis ce qu'on peut avoir en commun. Et un jardin en commun, je pense que c'est extrêmement important. Et puis après, plus globalement, à l'échelle de l'aménagement et de l'urbanisme, et moi, je suis convaincue qu'il faut que nos grandes opérations d'aménagement d'urbanisme, elles embarquent systématiquement de la nature et de la nature partagée. J'étais donc à Toulouse en début de semaine et j'ai à la fois vu ce bâtiment de bureau qui est devenu des logements étudiants et aussi signé une opération partenariale avec la métropole de Toulouse pour l'aménagement d'un nouveau quartier au-dessus de la gare de Matabio. Et dans ce nouveau quartier, il y aura 4 hectares de pleine terre. Il y aura 2500 logements, des bureaux, et aussi des hectares de pleine terre qui seront des jardins et potentiellement des jardins partagés. Je pense qu'il faut qu'on ait maintenant le réflexe que dans nos opérations d'envergure, il y ait systématiquement non seulement de la nature, qui par ailleurs a aussi plein d'autres avantages, îlots de fraîcheur, quand il fait chaud l'été, mais de la nature partagée dans laquelle chacun peut venir et cultiver. Aussi, et exactement, ouais. Parce que c'est à la fois de l'écologie, parce qu'on refait pousser en ville, et du lien social. Et c'est les deux qui sont intéressants. C'est un peu fake, parce que finalement, on ne peut pas nourrir quand même une population. Hein. Non, mais ce n'est pas avec ça que vous nourrissez la totalité du quartier, c'est évident. C'est de l'appoint. Et ça va avec d'autres démarches, promouvoir les circuits courts. Quand on a dit désormais dans les cantines scolaires, c'est au moins 50% de bio ou de circuits courts, là, c'est beaucoup plus... ça fait beaucoup plus de volume, c'est beaucoup plus transformant. Parce que ça veut dire que des milliers et des milliers d'enfants mangent tous les midis avec des circuits courts. Donc là, vous recréez de l'approvisionnement. C'est pas tant le fait de nourrir la totalité de l'immeuble qui est important, c'est la reconnexion à la nature. Mais Emmanuel Vargon, est-ce que vous avez déjà des promoteurs qui proposent, clé en main, déjà des projets où ils ont intégré tout ça? Dans notre reportage, c'est avec une rénovation qu'on a enlevé cette dalle en béton et qu'on a transformée en potager. Est-ce qu'aujourd'hui, on vous présente des projets où il y a une station de compost, des jardins, un toit terrasse qui est transformé quasiment en mini-ferme urbaine? Est-ce que ça, les promoteurs l'intègrent dès le départ? Alors, maintenant? De plus en plus, on commence à avoir des projets de promoteurs dans lesquels il y a ce type d'aménagement. Après, il y a un truc intéressant qui sont les projets participatifs. Il y a un certain nombre de promoteurs dans le logement social ou en dehors qui font des projets en passant plus de temps avec les personnes qui vont y habiter ou un groupe témoin de personnes susceptibles d'y habiter. J'ai visité un projet de ce type à côté de Bayonne. Et là, en fait, la conception de l'immeuble a été faite avec les futurs habitants. Et ils ont mis un toit terrasse partagé avec un petit barbecue et un jardin partagé en bas. Parce que dès que vous demandez aux gens comment est-ce qu'ils imaginent qu'ils vont vivre, on arrive très vite à ces choses-là. Et après, la question, c'est la rénovation. Parce qu'on construit 1% du bâti en France chaque année, 1%. On renouvelle 1%. Donc, c'est bien de s'occuper du 1% qu'on construit, mais il faut s'occuper des 99 autres %. Donc, à chaque fois qu'on enlève une dalle et qu'on met un jardin dans un site existant, c'est aussi très puissant. Comment, en fait, la ministre du Logement gère ce paradoxe qui est moins de bétonisation et en même temps construire du logement? C'est très paradoxal, finalement. C'est la qualité, en fait, de ce qu'on construit qui fait la différence. Parce que vous pouvez avoir un immeuble qui fait 4, 5, 6 étages, dans lequel vous avez chacun un espace extérieur, un toit terrasse partagé, un jardin en bas, éventuellement une buanderie commune, etc. Et donc, sur le papier, ça fait de la densité, mais en réalité, à l'intérieur, vous avez à la fois de l'espace, de la lumière, de l'espace extérieur et un accès à de la nature. Et si vous faites ça, vous pouvez avoir en face un parc urbain, la possibilité d'avoir une école dans le quartier, etc. Donc c'est moins la maison individuelle comme unique solution. La maison individuelle va rester une solution et une aspiration des Français. C'est moins le modèle qu'on privilégie aujourd'hui. Mais on peut inventer d'autres modèles et c'est ces modèles de qualité qui feront la différence. Dans votre bureau, vous dites parfois, je suis en train, à mon petit niveau, mais d'inventer la ville de demain. Et comment cette ville de demain, vous la voyez, mettons 2050, ce qui nous laisse un peu de temps. Comment vous l'imaginez ? En fait, j'imagine des villes, des manières d'habiter demain, en fait. Parce que c'est même pas la ville ou pas la ville, c'est la grande ville, comment est-ce qu'on y habite? Probablement avec des immeubles relativement hauts, mais beaucoup d'espaces verts et beaucoup de services. Et puis après, la périphérie, les lotissements, peut-être avec des jardins un peu plus petits pour chacun des pavillons,
Mais sur le terrain qu'on a gagné ou sur le terrain intercalaire entre l'entrée du lotissement et le début de la ville, des lieux de travail partagés, des lieux de proximité des commerces et retrouver un lien social. Et puis après, le centre-ville d'une ville qui est un peu périclitée, dans laquelle les commerces sont un peu tombés en déshérence et il y a beaucoup de rideaux fermés, redonner de la vie à cette ville en rénovant, réhabilitant les immeubles actuels. Et enfin, à la campagne, peut-être des hameaux qui reprennent vie avec des viennes fermes dans lesquelles, grâce à ma prime rénov', on a tout retapé. Donc, j'imagine des manières de vivre en France. Et je crois que l'une des questions, c'est la connexion entre ces différents endroits. C'est pour ça que, en fait, c'est un sujet ministre du logement, bien sûr, mais c'est un sujet transport, ville, bien sûr. Forcément. Ouais. Et puis, modèle d'activité économique et aussi économie sociale et solidaire. Hein, c'est tout ça qu'il faut mettre ensemble. Alors, il nous reste quelques minutes. On passe au péché mignon. Alors, on avait compris que votre péché mignon, c'était la pomme et la cannelle, hein, c'est vos racines roumaines. Et le chef, eh bien, il a édifié ce petit dessert formidable. Hein, c'est quasiment une œuvre architecturale. Alors, je vais vous dévoiler le libellé de cette recette. C'est une pomme royale gala, bio s'il vous plaît, qui est confite, cuite à basse température sur un sablé breton à la cannelle avec sa glace vanille. Mais vous êtes ravis, mais ça a l'air super. Il y a une pomme et il y a de la cannelle. C'est magnifique. Et on déguste. Alors, on va goûter ça. On dirait. C'est très très beau. Hein. Brigitte a raison, on dirait un donut. C'est vrai. Mais beaucoup plus digeste parce que c'est de la pomme à la place d'être un beignet. Et en plus, la pomme est tiède avec la glace, c'est super bon. Pourquoi la pomme et la cannelle vous en faites souvent des desserts comme ça? En fait, je fais assez souvent de la compote. Dès que l'hiver arrive, j'achète 3 kilos ou 5 kilos de pommes au marché. Et je fais consciencieusement de la compote avec juste de la pomme, de la cannelle, parfois un peu de sucre, mais à peine. Et c'est pareil, c'est un plat d'hiver, ça se mange tiède, éventuellement avec des petits gâteaux qu'on fait à côté. Et bon, quand l'hiver arrive et que c'est un peu tristounet, voilà, la compote pomme-cannelle devient la base de l'alimentation familiale. Mais je n'ai pas sophistiqué le modèle avec le sablé breton. C'est un goût d'enfance. Et puis, ma grand-tante, qui était née en Roumanie, faisait des espèces de gâteaux à la pomme. On avait légèrement l'impression que quelqu'un avait marché sur le gâteau. C'est-à-dire que c'était pas extrêmement joli. C'était pas raté. Non, il n'était pas raté. C'était pas un gâteau tout lisse, tout beau, un gâteau de pâtisserie. C'était un espèce de truc bizarre. Mais voilà, la pâte était un peu acidulée, la pomme et la cannelle à l'intérieur, et c'était juste super bon. Donc ça me rappelle les goûters chez la grand-tante Mina. Eh ben, on va vous laisser déguster ce dessert qui a été réalisé, comme le plat d'ailleurs, par Chez Françoise, qui est le restaurant qui nous a servi aujourd'hui, et comme chaque semaine d'ailleurs, et qu'on remercie évidemment chaleureusement. Merci Jean-Pierre, merci Emmanuelle Vargon. Merci à vous. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment la semaine prochaine avec un autre invité autour d'un plat et d'un dessert. Très bonne suite de programme sur LCP.